Je suis Mickaël Fidanza, je suis chargé d'affaires au sein du cabinet d'assurance Gras Savoie, qui est le premier courtier en assurance en France dédié aux entreprises et qui intervient en Normandie d'après son implantation sur le site du Havre et de Caen. Notre démarche, en fait, vise à apporter aux entreprises et à leurs dirigeants des conseils, des solutions d'assurance pour sécuriser leur activité, leur outil de travail, leurs collaborateurs ou encore tout besoin financier en toute indépendance. Mon intervention aujourd'hui au sein de cette matinale va consister à aborder ensemble l'assurance des outils de production des métiers du bois. Alors évidemment, ce sont des grandes lignes, ce sont des sujets en fait qu'on va aborder ensemble qui vont paraître pertinents pour certains, un petit peu moins pour d'autres, mais d'une manière générale en fait va constituer un socle commun pour l'ensemble des entreprises qui interviennent en fait dans ce secteur-là et qui rencontrent les mêmes sujets en fait. C'est mon outil de travail, comment garantir mon outil de travail, comment faire en sorte de le sécuriser. Donc on va aborder, je dirais, plusieurs thématiques dans cette réunion. Dans ce webinaire, nous allons donc étudier et évoquer ensemble plusieurs sujets. L'idée, c'est de se positionner dans un contexte actuel et de convenir ensemble de comment obtenir des conditions d'assurance avantageuses pour assurer son outil de travail avec plusieurs thématiques. Le premier va concerner la situation du marché de l'assurance en 2022. Quel est le contexte en fait dans lequel les entreprises rencontrent des réponses des assureurs par rapport à leurs demandes de garantie, leur demande d'extension de garantie, de nouveaux risques à couvrir et quelle est la réponse en fait des assureurs par rapport à des sujets du quotidien. Nous allons évoquer également la stratégie à mettre en place pour bien garantir ces risques. Quels sont les bons outils? Quelle est la bonne attitude ou la bonne réflexion pour pouvoir se positionner confortablement auprès des assureurs? Quels sont les critères des assureurs utilisés pour apprécier les risques des entreprises? Et en final, quelques lignes, je dirais, sur les bonnes pratiques pour sécuriser ces contrats d'assurance sur la durée. Je l'évoquais, Gras Savoie d'Euro, premier courtier en Normandie, présent depuis 1936. Le but, c'est d'apporter de la valeur ajoutée et du conseil auprès des entreprises à travers nos implantations locales et sur nos différents métiers qui sont la protection des risques, la protection des personnes et les financements dans les entreprises. Voilà. Démarrons ensemble par la situation du marché en 2022. Donc depuis 2020, évidemment, nous connaissons tous en fait une période difficile de crise sanitaire qui a pour conséquence de déstabiliser en fait nos habitudes, nos économies, mais également qui nous impose de gérer de nouveaux risques, en tout cas des risques euh, à- qui vont nécessiter en fait des mouvements, des modifications de nos habitudes de travail. En parallèle en fait de cette crise sanitaire que nous connaissons tous, le marché de l'assurance est confronté à deux différentes problématiques. Le premier, ça va être la hausse importante des sinistres d'ampleur. Un durcissement en fait des conditions d'accès aux assurances, ainsi qu'une réglementation mondiale de plus en plus exigeante qui nécessite des provisions techniques de plus en plus importantes. L'ensemble en fait de ces conditions nous amène à ce qu'on appelle un cycle de tension, le hard market. Et je vous expose dans la prochaine slide les différentes thématiques. Qu'est-ce que le hard market? Globalement, c'est une situation dans laquelle on retrouve une forte hausse tarifaire des risques à garantir. Les assureurs ont passé au peigne fin leur couverture de risque et ont identifié les affaires les plus sensibles présentant des risques de sinistre, les plus probables, avec une réévaluation de leurs conditions tarifaires. L'ensemble des entreprises ont connu, notamment sur ces 2 dernières années, une hausse de leurs conditions tarifaires pour assurer en fait leurs risques. On trouve également une évolution des capacités à couvrir les risques. C'est-à-dire que tous les assureurs ont réduit leur capacité à offrir des lignes de garantie, voire pour certains ont considéré qu'il y avait certains produits ou certains risques qu'ils ne souhaitaient plus tout simplement assurer. Les capacités de couverture étant moindres et plus difficilement accessibles aux entreprises,
les entreprises se retrouvent dans l'obligation de présenter des risques de bonne qualité pour se protéger des aléas de leur métier et ainsi d'augmenter mécaniquement en fait leur budget d'assurance. On y trouve également une évolution des garanties. Les assureurs sont devenus extrêmement vigilants sur les textes de garantie et excluent notamment les pertes d'exploitation sans dommage, les risques liés aux pandémies ou encore les cyberrisques. Tout ceci amène des schémas de garantie d'assurance alternatifs à devoir être réfléchis, construits par les entreprises pour conserver une bonne protection de leur activité. Nous pouvons aborder le marché de l'assurance sur les différentes dernières années. Vous avez ici un résumé en fait des politiques tarifaires entre 2017 et 2022. Vous apercevez en fait sur les colonnes, je dirais roses, que l'ensemble des risques qui concernent l'assurance de responsabilité, l'assurance dommage, l'assurance construction, les risques cyber, mais également les risques maritimes ou encore les risques politiques, sont tous aujourd'hui dans une situation de forte majoration. La tendance d'il y a quelques années à la baisse est clairement en fait en contradiction et cette tendance qui a démarré en 2020 se poursuit en 2021 et se conforte en 2022. Il faut donc avoir à l'esprit que les conditions aujourd'hui d'obtention des assurances pour les entreprises sont sur des sujets plus complexes à maîtriser, avec des garanties d'assurance plus difficiles à obtenir, ainsi que des conditions tarifaires qui ne cessent d'augmenter. Cette tendance doit évidemment se confirmer de 2022 jusqu'à 2023 pour pouvoir avoir une autre visibilité sur ces sujets-là. Nous pouvons passer au slide. Face à cette situation, je dirais quelle est la stratégie à mettre en place pour bien garantir ces risques lorsque l'on est une entreprise. Et en plus, je dirais lorsque l'on est dans une entreprise, dans un secteur aujourd'hui où les assureurs sont extrêmement frileux, voire ont clairement refusé de se positionner comme étant un partenaire pour sécuriser les entreprises. Donc nous allons évoquer une méthode de travail, comment investir sur la prévention de ces risques, ainsi que certains points. Donc, en ce qui concerne la méthode A2P, celle-ci consiste à se positionner et arbitrer les risques, agir sur les risques ainsi que prévenir les risques. La méthode A2P commence par arbitrer les risques et d'identifier quels sont les risques dans les entreprises qui sont non transférables et à conserver par l'entreprise, ainsi que les risques à transférer aux assureurs. La logique des deux consiste à appréhender certains risques qui vont avoir un impact financier important dans l'entreprise et ceux qui vont être considérés comme étant supportables par l'entreprise. Selon cet arbitrage, il y aura forcément des risques à conserver et certains à transférer. Le transfert de risque auprès des assureurs est évidemment lié à une considération d'impact financier important qui peut avoir une durée importante, dont le coût n'est pas supportable, dont le risque est aléatoire et indépendant de la volonté des entreprises. Donc l'assurabilité des risques prend évidemment des paramètres en considération, à savoir la survenance, la probabilité de survenance et l'aléa relative à sa réalisation. Et pour qu'un assureur puisse couvrir les risques d'un même panel, je dirais, d'entreprises, il doit constituer en fait un socle d'entreprises pour pouvoir mutualiser les risques entre elles, avec l'objectif en fait de partager le risque entre plusieurs entreprises de secteurs ou d'activités identiques, avec la promesse des entreprises de maintenir une prévention à la hauteur et au niveau en fait des obligations afin de sécuriser, je dirais, l'ensemble des entreprises qui ont décidé de transférer leurs risques. Le deuxième point, c'est agir sur les risques, c'est-à-dire travailler sur la réduction d'impact financier d'un risque dans une entreprise. Et il y a toute une série d'outils, je dirais, à disposition des entreprises pour pouvoir intervenir. L'idée également est de développer la résilience face à un sinistre, la capacité à faire face, à rebondir en fait d'une situation. Et tout ceci va nécessiter, je dirais, une adaptation
et une capacité en fait à identifier les paramètres dans l'entreprise qui peuvent présenter des dangers et une mise en danger. Il y a également prévenir les risques, c'est-à-dire mettre en place des outils, des process, une formation des équipes permettant de réduire la survenance d'un aléa à l'origine des sinistres dans l'entreprise. Lorsque vous avez, je dirais, une méthode appliquée dans les entreprises, vous travaillez sur le fond, sur la qualité en fait de vos risques, et c'est une méthode en fait qui va permettre de se présenter auprès des assureurs avec une meilleure évaluation, une meilleure appréciation en fait des risques. Nous pouvons passer au slide suivant. L'autre point à évoquer, c'est investir sur la prévention des risques. Alors, investir évidemment, mais investir, je dirais, en ayant des références ou en tout cas des outils à mettre en place. Le premier va consister à identifier les risques dans l'entreprise et mettre en place un plan de prévention sur site. Un plan de prévention qui va identifier chaque secteur d'activité, chaque risque d'activité et va délimiter en fait les flux au sein d'un même site de manière à éviter qu'il y ait des échanges et des échanges qui vont être générateurs de risques. Également, il s'agit d'être en phase par rapport à la réglementation et notamment selon les normes APSAD qui régissent en fait la sécurité des sites et qui sont extrêmement pris en considération par les assureurs. Idéalement, chaque site doit disposer d'un responsable sécurité qui prend le sujet en fait de la sécurité et de la prévention comme étant un sujet indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Également, investir dans la prévention des risques, c'est investir dans la prévention des risques majeurs que sont l'incendie et les explosions dans les entreprises. Ces sujets, évidemment, vont nécessiter de s'y pencher avec détail. Voilà. Alors, la prévention, s'il vous plaît, oui, il faudrait revenir sur Voilà, tout à fait. Donc la prévention des incendies et d'explosions va impliquer la réduction des risques de survenance. Donc en travaillant en fait sur la survenance d'un sinistre, on va travailler en fait en limitant les cas dans lesquels on va se retrouver dans ce qu'on appelle le triangle du feu, à savoir un mélange entre un comburant, un combustible et une source d'énergie. Si l'on casse, je dirais, ce triangle du feu, les incendies deviennent impossibles. On va également limiter les conséquences par des moyens techniques. C'est notamment le cas en concevant un bâtiment ou en rendant un bâtiment exploitable avec des outils concernant la sécurité incendie. Je parle alors de portes et de murs coupe-feu, de systèmes de désenfumage, de détecteurs de fumée, détecteurs de flammes ou détecteurs de haute température, des alarmes de type incendie mais également intrusion, des moyens d'extinction de feu, qui soient automatiques ou encore manuels. L'ensemble de ces outils favorise évidemment euh, l'intervention et la limitation des conséquences par des outils spécifiques. Et compte tenu que le risque zéro n'existe pas, alors on peut agir sur les situations de risque. La situation de risque va comporter agissant sur les sources d'inflammation, par exemple en isolant les travaux par point chaud, en les protégeant par des cloisons, en vérifiant que les branchements électriques doivent être rationalisés, standardisés et mis aux normes en fait par rapport à la réglementation électrique. En ce qui concerne, on peut agir sur les situations concernant les combustibles. On peut isoler les combustibles du reste des sites en les stockant dans des locaux spécifiques ou dans des armoires spécifiques prévues à cet effet. On peut également agir sur l'organisation en créant et en mettant en place des consignes de sécurité incendie, des plans et des évaluations au sein des entreprises. On peut former et on peut identifier des équipiers dédiés à l'intervention sur site et qui vont être les premiers à intervenir lorsqu'il y a un départ de feu. On doit également agir sur la signalétique de manière à identifier les zones de danger et les zones de sécurité, permettant à l'ensemble des équipes de se protéger et de mettre en place en fait une bonne habitude
de réaction face à un sinistre. Et enfin, il y a encore agissant sur les bonnes méthodes qui reviennent à travailler sur l'évaluation des risques par les opérateurs, l'appréhension de leurs réactions, la manipulation d'extincteurs ou leur habitude à l'usage de produits chimiques ou à la compréhension des réactions entre les différents produits lorsque ceux-ci sont mélangés. On peut passer à la slide suivante. Nous avons évoqué investir dans la prévention. Mais une fois qu'il y a l'investissement, il faut que la prévention soit suivie et qu'il y ait une certaine habitude à anticiper la gestion des risques. Donc, suivre la prévention, c'est planifier des interventions et des vérifications des installations de sécurité, notamment les vérifications d'extincteurs, d'électricité, de thermographie, qui vont délivrer en fait des certificats de conformité qui devront être suivis et qui font l'objet en fait d'un véritable outil entre l'entreprise de sécurité, l'entreprise qui fait appel à ces professionnels et l'assureur qui vérifie que la qualité de la prévention est toujours au niveau et que la prévention et que la maintenance est toujours suivie. C'est ce que j'évoque juste en dessous. La maintenance, elle doit être non seulement régulière, préventive, curative des installations, de manière à ce que le quotidien soit systématiquement géré, anticipé, et qu'on n'arrive pas à une situation où la qualité de la prévention s'est tellement dégradée qu'il y a un risque réel d'incendie, par exemple. Réaliser également des études qu'on appelle ATEX, des études qui vont identifier les risques d'explosion au sein des entreprises et limiter en fait des risques d'intensité que peut être l'explosion. Puis également le respect des normes APSAD et de leur évolution qui implique d'une mise aux normes de suivre tous ces sujets-là, notamment avec la présence d'un responsable sécurité. On peut passer au slide. Suivre la prévention, mais également l'anticiper. Et anticiper la gestion de ces risques va passer par la mise en place d'un plan de continuité d'activité, qui est un plan qui positionne les entreprises en situation de risque, de projection dans un schéma de risque, et permettre aux entreprises d'établir les bonnes actions, les bons réflexes à mettre en place après avoir subi un sinistre d'ampleur, afin que leur activité puisse être le plus rapidement possible remise en œuvre, que l'activité reparte, que les salariés et les clients puissent être convenablement servis malgré un aléa qu'est un sinistre d'ampleur. Il y a également la possibilité d'expertiser, de faire une expertise des valeurs, des biens et des outils de production, de manière à ce que l'outil de travail puisse être correctement évalué, puis correctement assuré face à une évaluation réelle réalisée par des experts dont le métier vise notamment à enlever tout aléa sur la valeur en fait d'un bien ou de l'outil de production. Il faut faire des visites et des simulations d'intervention avec des sapeurs-pompiers sur site afin d'identifier les zones à risque et de permettre ainsi un meilleur déploiement de l'intervention des sapeurs-pompiers en cas d'un événement de type incendie important. Mais également de travailler sur la supply chain et les risques de défaillance des partenaires. Il s'agit ici d'identifier parmi sa chaîne d'approvisionnement quels sont les partenaires, fournisseurs ou clients qui à un moment peuvent être en situation de défaillance et avec l'évaluation des conséquences au sein de l'entreprise. Ce sont toute une série de mesures, je dirais, d'anticipation afin de trouver des parades, des solutions alternatives face à un risque probable et réel que l'entreprise peut rencontrer dans le cadre de son activité au quotidien. On peut passer également au slide. Donc, quels sont les critères des assureurs utilisés pour apprécier les risques? On va évoquer ensemble les liens juridiques, la matérialité des risques et le niveau des engagements des capitaux assurés, qui représentent les trois sujets les plus importants, je dirais, dans l'évaluation et dans la prise en compte par les assureurs. Les liens juridiques. Évidemment, sur un site de production, vous avez plusieurs types de propriétés qui puissent se mélanger. Sur un site, vous pouvez être propriétaire unique
du bâtiment et de l'outil de production. Vous pouvez être propriétaire du site et ne pas être propriétaire de l'outil de production. Et inversement, uniquement propriétaire de l'outil de production sans en avoir la propriété des sites. Selon ces différents cas, il y a évidemment en fait une prise en considération du risque par l'assureur qui va être différente, avec des capitaux à assurer qui vont être différents, des liens juridiques différents, ainsi que des cas de recours, d'abandon de recours, ou en tout cas de prise en considération du risque qui vont être différentes et applicables, je dirais, à chaque type d'entreprise. On trouve des cas dérogatoires par rapport à cette application de liens juridiques. On trouve notamment les renonciations à recours, les renonciations à recours qui peuvent être unilatérales ou réciproques. Les renonciations à recours, ce sont des cas dérogatoires que l'on trouve dans les baux commerciaux ou dans les conventions d'usage d'un site qui impliquent que le propriétaire d'un site ou le propriétaire de l'outil de production renonce à leurs droits et de réaliser des réclamations contre le responsable de l'incendie total. Ces renonciations unilatérales, il y a des renonciations unilatérales qui vont impliquer l'abandon de ce droit uniquement à l'une des personnes citées, je dirais, dans les conventions écrites. Et dans les cas où il n'y a pas de convention écrite, on parle alors de cas des tiers, c'est-à-dire le recours des voisins et des tiers. À ce moment-là, un voisin du site de production peut être une victime collatérale d'un sinistre. Et c'est à partir de ce sinistre subi en fait par le tiers que le responsable de sinistre va devoir indemniser celui-ci jusqu'à réparation intégrale. Lorsqu'on a, je dirais, lorsque l'on prend en considération les différents liens juridiques sur un site de production, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs logiques à prendre en compte, que ces logiques ont des besoins de capitaux d'assurance spécifiques, avec des règles classiques, dérogatoires, mais également en fait la prise en compte de l'environnement dans lequel l'entreprise travaille et les conséquences qu'elle peut générer du fait d'un sinistre qu'elle-même subit. Et on peut passer à la suivante. Les assureurs vont prendre en considération la matérialité des risques à assurer. Il s'agit là de prendre en compte quelle est la nature de la construction et comment le bâtiment est enveloppé, comment celui-ci est construit. Sommes-nous sur des ouvrages totalement maçonnés? Avons-nous un mixte entre acier et béton? Avons-nous des bâtiments exclusivement bois? Puisqu'en fonction de cette nature, il y a des réactions aux sinistres qui sont différents. Il y a évidemment des coûts en fait de reconstruction qui sont différents et il y a des préventions qui sont à adapter en fonction de la nature de la construction. Il y a également la prise en considération de la nature de la production, son process, ses cycles de production et la durée de vie, je dirais, de son process de production. Il s'agit ici de calculer et d'identifier en fait si la production est totale, si elle est partielle, si elle est associée en fait à un second site de production, si celle-ci est sur un seul site, puisque ceci va générer forcément des réflexions et des capacités en fait de garantie d'assurance à mettre en place qui sont spécifiques à chaque entreprise. Les assureurs vont également considérer les aménagements à prendre en compte pour ralentir la propagation des sinistres, si les zones sont isolées ou s'il y a des concentrations de risques du fait d'une proximité de bâtiments entre eux ou d'un éloignement de bâtiments permettant à chaque site de pouvoir en fait se prémunir d'un sinistre d'importance. Également vont être pris en considération la présence de marchandises, les produits bruts et leur mode de stockage. Est-ce que la marchandise est concentrée sur un seul et même endroit du site? Est-ce que celle-ci est dispersée? Quelle est la hauteur maximale de stockage? Quel est le volume pris en considération? De manière à ce que l'identification des risques puisse être adaptée. Et tous ces sujets, en fait, sont évidemment modulables par les entreprises, puisque l'intervention en amont
par une politique de prévention des risques, permet dans la plupart des cas d'isoler les risques et de faire en sorte que, en cas de sinistre majeur, l'ensemble du site ne soit pas euh, mis à plat et ne soit pas complètement détruit. Et c'est l'ensemble de ces sujets-là, en fait, que les assureurs ont aujourd'hui besoin d'identifier, ont besoin, en fait, d'avoir en visibilité, et c'est là-dessus qu'ils exigent la plupart des fois d'avoir des interventions ou des investissements supplémentaires. Et on peut passer au slide d'après. Les assureurs, du coup, en prenant en considération l'ensemble des sujets que nous avons évoqués, vont mesurer le niveau d'engagement des capitaux assurés. C'est-à-dire, quelle est la valeur des bâtiments du site de production, quelle est la valeur des équipements, des aménagements industriels, quelle est la valeur de l'outil de production, quelle est la valeur des pertes financières et la durée des garanties, de manière à pouvoir calculer ce qu'on appelle le SMP, c'est-à-dire le sinistre maximum possible, qui correspond au plafond des capitaux d'assurance à assurer pour une entreprise. On peut continuer. Il en vient à je dirais, à se poser les bonnes questions sur quelles sont les quelques bonnes pratiques pour sécuriser ces contrats d'assurance au vu de ce que nous avons évoqué. Donc, nous l'avons vu, il s'agit de bien maîtriser et d'avoir des aptitudes à la gestion des risques d'assurance. C'est un sujet, je dirais, qui se doit d'être pris en considération dans les entreprises, au même titre que la comptabilité, les finances, le juridique, la politique de gestion des risques. C'est un outil, une arme au service des entreprises que les entreprises doivent mettre sur, au premier niveau en fait, de leur politique de gestion et de sécurité de leurs actifs. Il faut également étudier l'étendue et les limites des garanties, bien identifier en fait leur, leur étendue et les limites, les exclusions, les sous-limites, les sous-catégories qui font que le dossier d'assurance peut paraître suffisant ou insuffisant au regard des besoins. Il faut avoir en tête qu'il y a des risques qui ne vont pas être couverts. Sur ce point-là, l'entreprise doit intervenir en auto-assurance et bien identifier les conséquences d'un risque non couvert. Il faut avoir en tête le respect des engagements de prévention et tenir ces engagements de prévention durant le temps, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégradation de la prévention qui va dégrader par la suite la qualité des assurances des entreprises. Avoir évidemment des habitudes, un bilan annuel, un suivi régulier et une relation avec son intermédiaire d'assurance qui est basée sur la compétence, la confiance et la capacité à suivre l'entreprise dans le temps. Et je dirais, et pour terminer, je suis évidemment à votre disposition pour rentrer dans le détail de l'ensemble des sujets que nous avons évoqués et vous permettre de se poser ensemble les questions et d'évoquer les solutions qui sont à votre disposition. Merci à vous pour votre participation. On comprend bien déjà la nécessité de se préparer au risque de beaucoup de manières différentes, hein, vraiment en étudiant bien son outil de production et puis en formant les personnels. Ça me semble être une étape absolument primordiale, Michael, Tout à pour fait, tout à fait, voilà, se tout à fait. prémunir du risque. Tout à fait. Il y a on l'a évoqué, il y a évidemment plusieurs pistes et chaque piste, en fait, que ce soit des outils, je dirais, d'ordre technique, que ce soit des outils organisationnels ou encore des outils à disposition de l'humain, ce sont l'ensemble, l'addition, en fait, de ces outils, de ces forces qui permettent à l'entreprise de faire valoir, en fait, la qualité de son risque et de se présenter, je dirais, auprès des assureurs avec beaucoup plus de crédit, beaucoup plus en fait de facilité à rentrer en négociation, puisque je dirais, tous les voyants sont au vert, l'assureur va, je dirais, mécaniquement apprécier en fait une entreprise qui est dans le qualitatif, le durable par rapport à son outil de production, de manière à ce que les questions
de risques pour l'assureur soient abordées en amont et que les réponses lui soient apportées en amont. Donc voilà. Et on voit parfois, des entreprises qui ne trouvent plus d'assureurs. Donc j'imagine que vous n'avez pas forcément la solution toute faite parce que ce sont des situations, qui sont, compliquées. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Bien sûr, donc il m'est arrivé d'avoir des situations où les entreprises se retrouvent sans assurance puisqu'ils ont perdu en fait leur assurance en réalité, hein. C'est que c'était assuré par le passé et notamment pour des questions de prévention, de mise aux normes ou de non-respect en fait des recommandations formulées par les assureurs, les entreprises se sont retrouvées, je dirais, sans aucune couverture. Et la seule solution de pouvoir remonter, je dirais, dans le bateau, hein, de la mutualisation des risques, c'est de se remettre aux normes en investissant. Évidemment, cela va nécessiter en fait des budgets, mais en investissant sur des outils en fait qui vont être remis en état, remis en normes, et peut-être en ayant fait l'effort, je dirais, du passé, cette situation ne serait pas arrivée. Et les entreprises retrouvent de toute façon des solutions d'assurance lorsque elles se mettent, je dirais, en conformité par rapport à un standard que les autres entreprises sont déjà positionnées. Une question de contexte général. Vous n'avez pas évoqué enfin, la question des risques climatiques et de la façon dont les assurances maintenant intègrent ça dans le contexte général, si je puis dire, de l'assurance. Oui, oui, vous avez raison. Évidemment il y a toute une série de risques. Je dirais que, alors c'est pas des risques nouveaux, le risque climatique, mais c'est un risque aujourd'hui qui est beaucoup plus considéré, qui est beaucoup plus appréhendé et qui fait l'objet en fait d'une vigilance particulière, notamment parce que notre environnement climatique change, que le climat a de plus en plus d'impact en fait sur la production d'une entreprise. Je dirais, mais c'est un sujet tellement sensible et à la fois en fait qui mériterait peut-être à lui-même en fait une séance et une matinale, si vous voulez. Bonjour et merci. Moi, j'ai enfin 2 questions. Est-ce qu'il existe, des formations délivrées par les assureurs pour les chefs d'entreprise ou pour le responsable sécurité des sites, je dirais? Est-ce qu'il y a une relation qui se crée entre l'assureur et l'établissement? Alors, il existe des formations qui vont viser en fait à appréhender en fait les risques dans les entreprises et qui vont découler forcément en fait sur la relation avec les assureurs. Les assureurs en fait appliquent, je dirais, les grands principes qui sont connus. On parle de formation au risk management ou à la gestion des risques dans les entreprises. Il y a des établissements de formation qui forment à ces sujets-là, au même titre que le comptable est formé par une filière, je dirais, dédiée sur la comptabilité ou encore le droit. Donc tout ceci aujourd'hui est tout à fait accessible au sein des entreprises et à une entreprise qui souhaiterait renforcer en fait ses équipes là-dessus. D'accord et sur le terrain, je me rends compte de plus en plus que pour aller voir plusieurs entreprises, régulièrement, ces questions d'assurance reviennent, en début de chaque année, et je me rends compte que plusieurs entreprises marchent avec des courtiers et bien souvent, quand on fait le lien, avec, le contrat d'assurance qui a été souscrit, ou qui a été proposé par ces différents courtiers, on se retrouve souvent avec un ou 2 noms. Alors, sur le marché aujourd'hui des assurances pour, spécifiquement, les entreprises de la filière forêt-bois, est-ce qu'on a bien plusieurs acteurs ou est-ce que ça se réduit et du coup ça devient plutôt des fonds, je dirais, plus importants, voire peut-être à une échelle européenne ou autre? Si vous voulez, il y a évidemment une concentration aujourd'hui en fait des assureurs qui interviennent sur le domaine de l'entreprise, hein, la capacité à faire face à des risques de plus en plus importants, elle nécessite d'avoir des assureurs de plus en plus importants également, qui sont en capacité hein, de faire face. Et vous avez effectivement euh, moins de fournisseurs, hein, je dirais, sur ces sujets-là. Et vous pouvez retrouver évidemment quelques noms qui reviennent très régulièrement et qui aujourd'hui peut-être se font encore des partenaires en capacité d'aider les entreprises de ces secteurs-là.
Ce n'est pas étonnant, si vous voulez. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vais lire une dernière question avant, pour avoir quand même quelques minutes pour parler du deuxième sujet. La question est: est-ce que les entreprises de la filière forêt-bois sont plus exposées à certains risques connus et identifiés que d'autres filières? Et avec la question de la Normandie en particulier sur ce sujet. Alors la réponse est oui, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, ce n'est pas une gloire et je dirais personne ne peut s'en féliciter, mais 10% des incendies industriels sont dédiés en fait à la filière forêt-bois. C'est-à-dire que lorsque l'on voit sur une année en fait le nombre de sinistres d'ampleur incendie et industrielle, bah, vous avez quand même toujours 10% qui restent sur une filière qui s'améliore au fur et à mesure des années, mais qui reste un secteur plus sensible, plus à risque que d'autres. Le domaine de la Normandie, je dirais, pas plus qu'ailleurs en réalité. Évidemment, on a notre lot et on prend notre part, mais vous avez aussi des grandes régions plus au sud et plus à l'est qui ont le même quota, je dirais, et la même vision qu'on peut avoir nous en Normandie. Eh ben, écoutez, nickel. Je vous remercie, beaucoup pour, l'ensemble de ces points de votre présentation.